Le syndrome du canal carpien, c'est la pathologie qui nous intéresse cette fois dans le cadre de cette autre édition de Actu Santé. Et comme vous le savez, c'est une pathologie peu connue du grand public au Cameroun, mais qui fait des victimes au quotidien. Les spécialistes de la santé font savoir que ce sont uniquement des maladies qui attaquent des êtres humains au niveau de la main, forcément. Et nous allons d'ailleurs découvrir davantage avec notre invité qui n'est autre que Dr Tchemdjo Hugues, qui est donc chirurgien orthopédiste et spécialisé en chirurgie de la main. Docteur, merci de répondre à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, c'est quoi un chirurgien orthopédiste? La chirurgie orthopédie et traumatologique, c'est la spécialité chirurgicale qui s'occupe de toutes les affections de l'appareil locomoteur. Donc, tout ce qui nous permet de nous lever et de marcher. Donc, tout le système locomoteur, donc les os, les articulations, les muscles, les tendons, les nerfs, tout ce qui nous permet de nous lever et de marcher fait partie du système locomoteur. Et donc, c'est le chirurgien orthopédiste qui prend en charge toutes ces affections-là. Mais vous êtes davantage spécialisé sur la chirurgie de la main uniquement? Oui, effectivement. Donc après la spécialité en chirurgie orthopédique, j'ai également fait une sur-spécialité en chirurgie de la main, qui est dans cette spécialité-là également qui s'occupe des affections de la main, du membre supérieur ainsi que des nerfs périphériques. Donc tout ce qui a trait au niveau de la main, c'est cette spécialité-là qui s'en occupe. Et lorsqu'on parle du syndrome de canal carpien, vous vous sentez concerné? Oui, le syndrome du canal carpien, effectivement, c'est le premier motif de consultation en chirurgie de la main. Donc, c'est vraiment le point courant donc, du chirurgien de la main. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement? Syndrome du canal carpien, donc c'est la compression donc, du nerf médian au niveau du poignet, au niveau d'un canal qui se situe au niveau du poignet. C'est pour ça qu'on dit canal carpien, syndrome du canal carpien, parce que c'est un canal qui est situé au niveau du carpe, là, au niveau du poignet. Donc c'est un tunnel qui est formé par les os du poignet et un épais ligament qui le ferme ici en avant. Donc c'est la compression donc, du nerf médian au niveau de ce tunnel-là, de ce canal-là, qu'on appelle le syndrome du canal carpien. Alors, c'est peut-être beaucoup plus technique, mais nous allons, je vous invite à marquer l'unique pause de ce programme qui donne la parole à une victime. Et la victime, nous l'avons rencontrée, nous allons la suivre ensemble et juste après, vous allez davantage nous expliquer de quoi il est question. Après un long moment, là, les doigts du côté droit là, ne se pliaient plus. Si un doigt se plie, j'avais de la peine pour le redresser. Le côté gauche, ces trois doigts, ils étaient bloqués. C'est-à-dire, ils sont devenus tout raides. Je ne les sentais plus. Si je tiens quelque chose, ce que je tiens peut tomber sans sentir que c'est tombé. Je croyais que j'ai encore ça. Donc, je ne les sentais plus. J'ai duré avec ça. J'ai duré peut-être plus de 3 ans. C'est à peine. Et pendant tout ce temps, je ne pouvais même pas laver un mouchoir. Parce que quand les doigts ne se plient pas, je ne pouvais rien. Ça faisait très mal, très mal. Le docteur, on m'a consulté. Il a vu qu'on devait m'opérer la main. Il m'a traité, le médecin Hugues, il m'a traité. Ça va parce que quoique la blessure est encore là, mais je bouge la main, je bouge les doigts sans problème, je dors normalement. Docteur, vous venez de suivre cette victime qui aujourd'hui retrouve désormais le sourire parce qu'après une opération, alors dites-nous, elle souffrait de quoi carrément? Donc, comme on a tous suivi dans le reportage, à droite, elle souffrait de ce qu'on appelle des doigts à ressaut, qui étaient déjà bloqués, vu le nombre d'années qu'elle avait déjà eu à souffrir. Et à gauche, donc, elle présentait ce qu'on appelle donc, un syndrome du canal carpien. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, elle avait une compression donc, de son nerf médian au niveau du canal carpien à ce niveau. Et c'est donc ce dont pourquoi elle est venue et ce dont pourquoi nous l'avons opérée. Comment ça s'est passé finalement? Elle a expliqué quand même. Voilà, donc le syndrome du canal carpien se manifeste au tout début
ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pathologie, comme on l'a dit dans l'entame de cette émission, très très fréquente, qui touche beaucoup plus la femme que l'homme. La femme autour de la cinquantaine. Et généralement, quand c'est chez les femmes, c'est généralement bilatéral des deux côtés. Et chez l'homme, c'est généralement un travailleur manuel et c'est le plus souvent unilatéral. Mais on peut aussi avoir également des personnes jeunes qui peuvent être touchées. Il y a des professions qui les exposent un peu plus. Les travailleurs dans des chaînes de montage, des usines, des travailleurs manuels, les secrétaires, c'est des professions qui exposent un peu plus. Et donc, ça se manifeste au tout début par des crampes, des sensations de crampes au niveau des 3 premiers doigts et la moitié du 4e doigt. Donc, au tout début, c'est juste une sensation, on se réveille la nuit, on se dit peut-être qu'on s'est mal couché sur la main, on secoue et puis ça passe. Bon, des fois, effectivement, c'est le cas, on s'est mal couché sur la main. Mais dès qu'on est déjà réveillé 2, 3 fois dans une semaine et que ça se prolonge, là, ce n'est plus juste le fait qu'on se soit couché sur la main. Et ça, c'est au début. Et généralement, le matin, ça se calme. Donc, les patients sont gênés la nuit, sont réveillés dans la 2e moitié de la nuit. Et dans la journée, ça se calme. Ça, c'est au tout début. C'est à ce moment-là qu'il faut justement consulter pour qu'on puisse faire un traitement beaucoup plus simple et pour pouvoir soulager définitivement les patients. Quand rien n'est fait à ce stade-là, ça évolue et maintenant, la gêne se prolonge dans la journée. Donc, au lieu que le matin, ça se calme comme avant, dans la journée, maintenant, les douleurs, les sensations de crampes restent. Et ils ont l'impression de ne pas sentir. Pour des messieurs, ils ont du mal à se boutonner. Et ça s'installe progressivement et l'inconfort s'installe permanemment. Et on est régulièrement en train de secouer la main, mais rien n'y fait. Donc, cette patiente que nous venons de voir, les signes de début sont passés. Ensuite, la phase suivante s'est passée, si bien qu'elle nous a consulté au moment où elle ne sentait plus, elle avait une anesthésie complète au niveau de ses doigts. Donc, le but aussi ici, c'est donc d'éviter qu'on ne reçoive les patients à des stades très très avancés comme ceci. Alors, je voudrais qu'on se limite uniquement chez les femmes. Vous avez dit, ce sont les femmes d'une cinquantaine qui sont autour de la cinquantaine. Voilà, qui sont davantage touchées par la pathologie. Comment ça se fait? Comment ça se manifeste exactement chez les femmes? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de tout ça? Il y a plusieurs causes. La forme commune du syndrome du canal carpien, ce qu'on appelle syndrome canal carpien idiopathique, c'est-à-dire qui n'a pas de cause objective. Mais d'une façon générale, tout ce qui concourt à augmenter le volume des tendons va induire un canal carpien ou d'autres pathologies. Tout simplement pourquoi? Je vous ai présenté tout à l'heure la zone de compression. Tous les tendons qui nous servent à bouger les doigts et à plier, à les étendre, passent dans le même tunnel que le nerf. Donc il y en a 9. 2 par doigt long et 1 pour le pouce. Donc il y a 9 tendons fléchisseurs qui empruntent le même tunnel que le nerf. C'est comme si nous tous ici, nous passions par cette même porte-ci au même moment. Les tendons qui ont une structure fibreuse beaucoup plus rigide, donc vont étouffer dans le nerf qui est beaucoup plus souple et donc c'est ce qui explique donc cela. Donc tout ce qui concourt à augmenter le volume, à créer une ténosynovie, donc une inflammation de la membrane qui entoure les tendons, va par ricochet au niveau du poignet, au niveau du canal carpien, comprimer le nerf médian. Le nerf, pour mieux le comprendre, c'est un peu comme un câble électrique. Donc le nerf, que ce soit au niveau du poignet ou ailleurs, c'est comme un câble électrique. Quand il est irrité, quand vous piétinez le courant, quand il y a une irritation, l'ampoule se met à clignoter et ce sont ces picotements-là qu'on ressent au niveau des doigts. Donc quand c'est déjà fréquent, 3, 4, 5 fois, vraiment calcium, magnésium, c'est au passage, arrêtons de boire calcium, magnésium pour tout. Donc le nerf, quand il est irrité, donc la manifestation, donc, c'est ce qu'on appelle les dysesthésies, donc des petites crampes, des sensations bizarres, des picotements. Ça, c'est une manifestation d'une souffrance que le nerf, là où il est irrité. Donc chez la femme, donc, autour de la cinquantaine, il y a même l'imprégnation hormonale qui joue un rôle. Il y a des syndromes de canal carpien gravidiques, donc, qui sont liés à la grossesse, qui généralement se calment après l'accouchement, qui finissent après l'accouchement. Tout ça là est dû à l'imprégnation hormonale. L'hypo ou l'hyperthyroïdie peut l'induire ou l'aggraver, tout comme le diabète également. Donc toutes les pathologies inflammatoires, donc tout ce qui peut entraîner une ténosynovie, une augmentation du volume des tendons, va donc créer un conflit entre le contenant, qui est donc le canal carpien, qui lui ne peut plus s'agrandir, et le contenu donc qui se retrouve donc
coincé dans un canal qui est trop serré. Alors, c'est comme si on avait placé une ceinture et on a pris du poids, on étouffe finalement. C'est exactement ça. Vous avez trouvé une image qui permet effectivement de mieux expliquer davantage. Alors, puisqu'on parle des femmes, on reste justement avec des femmes. Vous avez parlé, c'est parce qu'elles mènent un certain nombre d'activités qu'elles finissent par se rendre compte qu'elles souffrent de cette pathologie. Peut-être parce qu'elles font de la cuisine, parce qu'elles font de la couture, parce elles utilisent plus les mains, quoi. Bon, nous tous nous utilisons nos mains. La vie, c'est le mouvement. Tout ce que notre cerveau conçoit, c'est nos mains qui nous permettent de le réaliser. Les gestes quotidiens de la vie courante, le ménage un peu, la cuisine, cela n'est incriminé que quand c'est répétitif et régulier. Donc c'est surtout cette répétition, la répétition de ces gestes. Si vous faites le ménage une fois par semaine en passant, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais si c'est votre profession et que vous êtes blanchisseuse et que à longueur de journée, vous êtes en train de laver, effectivement, à partir d'un certain âge, vous allez vous rendre compte que vous ne sentez plus bien certains doigts. Ça, c'est la répétition des gestes post-répétitifs. Maintenant, après, il y a tout cet environnement de l'imprégnation hormonale que je viens de citer tantôt, qui font que, justement, la femme est plus sujette à faire un syndrome carpien que l'homme. Et à quel moment ça arrive chez l'enfant? L'enfant, c'est rare, mais l'adulte jeune, donc 20-25 ans, c'est fréquent. Il y a cette fois-là, mais c'est très souvent, il y a des canaux carpiens dont en ce moment-là, où il y a des causes. Il peut avoir un muscle surnuméraire, un corps charnu dans le canal. On peut avoir un kyste. On peut avoir une cause une cause objective qui comprime dans le nerf, c'est-à-dire un processus intracanalaire qui comprime dans le nerf. Donc, c'est l'adulte. Chez le jeune, c'est autour de 25 ans. Chez l'enfant, c'est extrêmement rare. Est-ce que l'activité sportive aussi, ceux qui pratiquent des sports de brutalité, le sport de violence, peuvent également être victimes du syndrome du canal carpien? Oui, surtout au moment des entraînements. Ceux qui se retrouvent avec des haltères ou bien des trucs pour la musculation et qui font justement des gestes répétitifs, justement, peuvent justement présenter un syndrome du canal carpien. Sur certains sports en particulier, il y a d'autres compressions nerveuses autres que le canal carpien qui sont très connus chez le tennisman, en fait, c'est beaucoup plus connu pour d'autres nerfs. Bon, le sujet de ce soir étant le syndrome du canal carpien, c'est surtout au moment de l'entraînement avec des gestes répétitifs. Alors, à quel moment la maladie prend la phase compliquée? Parce que c'est vrai que il y a ceux qui en souffrent certainement, qui nous regardent et qui se posent des questions sur ce qui leur arrive, mais à partir de ces explications, ils peuvent déjà savoir s'il s'agit du syndrome du canal carpien ou alors c'est autre chose. Est-ce que ce n'est pas confondu aux crampes très souvent? Oui, très souvent, c'est ce que j'ai essayé un peu d'effleurer tantôt. Au début, quand on a des crampes au niveau des doigts, on secoue la main 1-2 fois, ça passe. Le réflexe que j'ai constaté ici au Cameroun, c'est soit nos collègues prescrivent calcium, magnésium, ou le patient va directement à la pharmacie, acheter du calcium, magnésium, 2-3 boîtes et tout. Mais si c'est effectivement une hypocalcémie vraie, ou passagère ou transitoire, au bout d'une, 2-3 boîtes, le problème doit être remédié. Si cela continue au bout d'un mois et qui plus est, ne vous réveille plus que la nuit, mais commence à vous réveiller, à vous gêner, même dans la journée, ce n'est plus une hypocalcémie passagère. L'organisme a besoin juste d'une infime quantité de calcium ou de magnésium qui est apportée par l'alimentation. Donc, on n'a pas besoin de boire 4, 5, 6 boîtes. Et sinon, on a un trouble, soit de l'absorption, soit de la rétention, et où les reins peut-être excrètent beaucoup plus. Là, il faut voir dans un cadre beaucoup plus grave. Ça ne se limite pas juste à prendre 2-3 boîtes de calcium, magnésium. Donc, très souvent, effectivement, les gens confondent ça à des crampes passagères. Mais effectivement, c'est des crampes qui se manifestent par des crampes et autres. Mais justement, comme je vous l'ai dit, là, au début, ça vous réveille la nuit. Généralement, la deuxième moitié de la nuit. Après, ça s'installe dans la journée. Une fois le jour levé, la gêne continue. Tourner les clés d'une voiture, ouvrir un bocal, se boutonner. Quand on commence à avoir du mal à se boutonner, non, ce n'est plus juste une hypocalcémie passagère. Ne continuez plus à boire calcium, magnésium, autre chose, ou anti-inflammatoire, autre chose. Là, en ce moment-là, il faut consulter un spécialiste pour qu'on puisse confirmer le diagnostic et vous faire le traitement adapté. Plus vous consultez tôt, plus vite vous recouvrez la santé et le traitement sera moins exigeant.
Alors, la dame qu'on a suivie tout à l'heure, en tout cas, qui expliquait un peu ce qui lui est arrivé, elle est restée longtemps à parler de sa main. Elle dit qu'elle ne savait pas et ça fait pratiquement 5 ans qu'elle a connu ces difficultés. Et finalement, elle s'est rendue compte que c'était un problème. C'est par hasard qu'elle se rend compte qu'il y a également au Cameroun des spécialistes qui s'occupent de la chirurgie de la main. Oui, et c'est ce que nous déplorons. Nous déplorons le fait que nos parents, nos concitoyens, nos compatriotes subissent justement cette gêne-là, cette souffrance-là pendant plusieurs années. Or, pour des problèmes souvent dont la solution n'est pas aussi compliquée souvent qu'elle est, surtout si elle est prise en charge tôt. Elle a signalé dans son témoignage, elle n'arrivait même plus à laver ne serait-ce que ses sous-vêtements. Vous imaginez une femme qui est obligée de faire laver ses sous-vêtements par quelqu'un d'autre, tout simplement parce que non seulement elle ne sent plus ses doigts, mais sur l'autre main, elle avait également, donc elle s'est retrouvée carrément handicapée. Donc justement, c'est d'éviter d'en arriver là. Vraiment le message, c'est d'éviter d'en arriver là. C'est de pouvoir consulter tôt. Et actuellement, effectivement, Dieu merci, il y a beaucoup de solutions qui peuvent être apportées au problème de la main sur place ici au Cameroun. C'est le message aussi que nous aimerions faire passer. Alors, il y a beaucoup de cas dans notre pays, vous vous êtes rendu compte, vous avez fait le constat? Il y a beaucoup de cas, c'est vrai que beaucoup ne viennent pas consulter. Classiquement, entre guillemets, on disait que le noir ne faisait pas le syndrome de Karak-Kapien, mais en fait, on en fait. Et j'en vois régulièrement en consultation. Et beaucoup ne savent pas que c'est cela. Il suffit d'aller même au village voir nos personnes âgées. Ils ont traversé tous les stades, si bien qu'ils sont arrivés au stade même d'amyotrophie complète. Ou quand vous regardez l'éminence ténant, ce muscle, c'est qui nous permet de relever le pouce, il est complètement amyotrophié, complètement paralysé, si bien qu'on n'a que la peau au-dessus du premier métacarpien. Là, c'est une personne qui a souffert, qui a traversé tous les stades, si bien que le jour où la personne ne ressent plus des crampes dans la main, se dit qu'elle est guérie, mais en fait, c'est parce qu'il n'y a plus aucune conduction nerveuse qui passe dans le nerf. Le nerf était tellement comprimé qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui passe. Et beaucoup, donc, justement, de nos parents, de nos grands-parents au village, et même en ville ici, ont tellement souffert, si bien qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. Et effectivement, il y a beaucoup de cas. C'est juste un problème d'information et de diagnostic, et de la population également, et même du personnel soignant qui prescrivent à tort de calcium, magnésium ou autre chose pour justement le syndrome du Karak-Kapien. Alors, le dernier exemple que vous prenez, quand ça arrive déjà à ce niveau, ça veut dire que la main n'est plus alimentée, naturellement. Donc, à ce niveau-là, c'est une anesthésie complète, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune sensibilité au niveau de ces 3 doigts-là et la moitié du 4e. Il n'y a plus aucune sensibilité. Ensuite, à ce niveau-là, il y a une perte de l'abduction du pouce. C'est-à-dire que vous leur demandez de faire ce mouvement-ci-là, de faire cet arc de cercle avec le pouce, ils ne peuvent pas. Parce que ce muscle-ci étant complètement paralysé, ne peut pas faire ce mouvement. Donc à ce stade-là, c'est vraiment le stade terminal de l'affection. Il faut qu'on évite justement d'arriver à ce stade-là. Vous pensez que ceux qui nous regardent, qui ont parfois des difficultés à plier les doigts, sont dans cette lignée-là, sont victimes du syndrome du Karak-Kapien? Difficulté à plier les doigts, c'est toujours au niveau de la main, c'est toujours dû à une ténosynovite, donc une inflammation de l'enveloppe qui entoure les tendons. Ils peuvent avoir les deux associés, c'est-à-dire en même temps qu'il a son syndrome du Karak-Kapien avec les crampes, il peut avoir par exemple d'autres doigts qui se bloquent. Il peut avoir sur la même main le pouce qui est bloqué, si bien quand la personne veut plier le pouce, il y a un déclic qui se fait avant que le pouce se plie au cours de l'extension, il y a un déclic, c'est ce qu'on appelle le doigt à ressort ou doigt à gâchette. Ça peut coexister en même temps. Donc c'est pour ça qu'il faut consulter. Ça peut ne pas être un syndrome Karak-Kapien, être juste une ténosynovite ou un pouce à ressort ou un doigt à ressort, tout comme ça peut être en même temps un syndrome du Karak-Kapien et avoir une pathologie associée. Alors, on va parler de la prise en charge. Comment ça se passe? Est-ce que ça prend du temps? Elle est compliquée? Elle se passe comment, la prise en charge? Bon, la prise en charge dépend des stades auxquels on reçoit le patient. Au tout début, quand c'est encore au tout début, on peut faire juste une attelle de repos nocturne que la personne porte la nuit pour mettre au repos les tendons et le poignet. Et généralement, ça peut passer. Si cela ne passe pas, on peut associer au port de l'attelle nocturne une infiltration. Donc, on reprend notre image de tout à l'heure. Nous tous, nous voulons passer par cette porte au même moment. Le plus petit d'entre nous va, peut-être moi qui suis plus mince, le plus petit d'entre nous va avoir des difficultés. Donc, on a deux possibilités. Soit on agrandit la porte,
soit on diminue le nombre de personnes qui passent par la porte au même moment. Donc c'est vraiment une logique, c'est la logique du traitement. Donc diminuer le nombre de personnes qui passent par la porte permettrait donc qu'il y ait assez d'espace pour ceux qui restent pour passer. Donc ce qu'on fait donc à ce moment-là, c'est ce qu'on fait, c'est l'infiltration. Donc on va infiltrer des anti-inflammatoires, en fait, des corticoïdes, des retards au niveau du canal, ce qui va donc permettre donc de diminuer, de faire dégonfler entre guillemets les tendons fléchisseurs. Je vous ai dit qu'il y en a 9. Donc en diminuant de volume, ça concourra à faire en sorte que le nerf, lui, il ait un peu plus d'espace. Et très souvent, ça soulage les patients pour très longtemps. Quand c'est au début, les patients peuvent encore faire des années, plus de 5 ans. Moi, j'ai des patients que j'ai infiltrés à mon retour du Cameroun ici, qui, on se croise souvent au feu rouge. Ils me saluent, non, docteur, ma main, je vais très bien. Voilà. Donc, au tout début, quand vous avez la chance de les avoir tôt ou de les consulter tôt, quand l'infiltration est bien faite, ce n'est pas dans le nerf qu'on pique, parce que ça, j'attire l'attention de mes autres confrères, ce n'est pas dans le nerf qu'il faut piquer. Si vous piquez il y en a 9, si vous piquez dans un seul des tendons, il y aura une amélioration un peu transitoire, on dira l'infiltration n'a pas marché. En fait, c'est dans le canal qu'on infiltre, et du coup, ça se répand autour du nerf et sur tous les autres tendons, et permet de réduire dans le volume, et du coup, la compression aussi, elle est améliorée. Donc ça, c'est la deuxième phase du traitement. Au début, on peut en faire une infiltration, on peut en faire 2. Au-delà de 2, il vaut mieux aller opérer. Donc, l'autre phase du traitement, c'est d'agrandir la porte pour que tout le monde puisse passer en même temps sans se cogner. Et donc, ça, c'est consiste à la chirurgie. C'est une chirurgie qui se fait en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on ne vous hospitalise pas. Vous venez le matin, vous rentrez manger chez vous à midi. Il y a un bilan préopératoire avant, des précautions à prendre avant. Donc, c'est une anesthésie locale dont on ne vous endort pas. Ou loco-régional, c'est-à-dire qu'on vous fait une anesthésie du bras ou juste au niveau de la zone où on va travailler. On ouvre la peau, c'est une incision qui se fait au niveau de la paume de main là, 3 cm. Il y a d'autres, actuellement il y a la technique mini-open où on le fait en autour d'1 cm. On ouvre ces ligaments, le but étant de passer d'un anneau qui est serré comme ceci. Quand on le fend au-dessus, l'anneau s'écarte. On passe d'un O ou bien d'un 0 à un U. Et donc, du coup, il y a beaucoup plus d'espace pour tout le monde, pour le nerf et pour les tendons fléchisseurs. Donc, ça, c'est la deuxième phase du traitement. Donc, pour les patients qui sont vus un peu tardivement ou il y a des formes très algiques, c'est-à-dire que la personne va commencer d'emblée à avoir des douleurs invalidantes, la personne ne peut plus soulever un sac, ne peut plus tordre une serpillière. Là, ces cas-là, justement, on passe directement à l'opération. Il faut libérer. Et très souvent, quand on arrive, on trouve que le nerf se retrouve très, très serré au niveau du canal carpien. Donc, ça, c'est la deuxième phase. Pour les cas vus modérément, pas très, très avancés. Maintenant, au stade tardif où on vient de parler tantôt, avec une amyotrophie ténarienne, où le muscle est déjà complètement affaissé ici, en plus donc de la libération du canal, on procède donc au transfert donc de camis qui nous permet donc de redonner de l'abduction au pouce. Donc vous verrez ces personnes-là ne peuvent pas tenir un objet beaucoup plus gros que ceci. Parce que le pouce ne peut pas faire ce mouvement. Il peut faire l'extension, mais il ne peut pas faire d'abduction. Et donc le transfert de camis permet donc de compenser, en même temps de libérer, mais de compenser. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'à ce stade très tardif, les résultats sur la force et même sur la sensibilité, comme je vous l'ai dit, ne sont pas aussi spectaculaires qu'à la phase de début. C'est une intervention que les chirurgiens de la main aiment beaucoup parce que c'est une intervention gagnante. Vous recevez une patiente qui ne dort pas depuis des mois, vous l'opérez et le lendemain, quand elle revient, vous dites « Docteur, je n'avais pas dormi depuis 2 mois, cette nuit j'ai dormi comme un bébé ». Parce que cet inconfort, ce disconfort-là disparaît le jour même de l'intervention. Ça au moins c'est une promesse qu'on le fait aux patients et dont on est sûr de tenir. Maintenant sur la force de serrage et autres, là, ça prend un peu plus de temps. Et ça dépend aussi justement de la sévérité de la compression. Alors, est-ce que le résultat est à 100% finalement? Oui, c'est une chirurgie qui améliore déjà au moins les dysesthésies, les crampes là disparaissent. Ça, on peut l'affirmer aux patients. Maintenant, c'est une chirurgie comme toutes les autres. Il y a également des risques dont on doit prendre les précautions pour que tout se passe bien. Il peut y avoir une infection, il peut y avoir des douleurs sur la cicatrice, mais c'est une chirurgie normalement qui se passe bien pour la plupart des cas. En fait, dans la majorité des cas, c'est une chirurgie qui se passe bien. Ça se fait sous anesthésie locale. Vous arrivez le matin, vous rentrez manger chez vous à midi. On ne vous endort pas complètement, vous bougez tout de suite. Ce n'est pas que vous allez attendre que la plaie soit guérie, vous bougez tout de suite.
Et justement, les patients sont contents de retrouver la mobilité, l'usage de leurs mains tout de suite après l'intervention. Quand je dis tout de suite, c'est tout de suite après l'intervention. Ce n'est pas 3 jours après, c'est pas... Avec le pansement, on bouge. Alors, docteur, vous allez nous dire ça en quelques secondes. Les manifestations du syndrome du canal carpien. La nuit, vous avez dit c'est beaucoup plus la nuit. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on devrait comprendre pour ceux qui nous regardent? Parce que sûrement, certains doivent avoir les mêmes symptômes. Si vous êtes réveillé plus de 3 fois dans la semaine, la nuit, par des crampes au niveau des 3 premiers doigts, surtout, et une partie du 4e doigt, que vous êtes régulièrement obligé d'avoir des crampes, de se taper la main plusieurs fois dans une semaine et que cela s'installe dans le temps, vous faites probablement un syndrome du canal carpien. Il vaudrait mieux consulter pour qu'on vous dise si c'est ça ou qu'on vous confirme que c'est cela ou pas. Maintenant, une fois que c'est confirmé, plus vous êtes consulté tôt, plus vous êtes pris en charge tôt, plus vite vous guérirez et le traitement sera moins agressif. Alors, je rappelle que vous vous appelez docteur Tchemjo Hugues et que vous êtes chirurgien orthopédiste et vous êtes beaucoup plus spécialisé dans la chirurgie de la main. Docteur, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Comme vous le savez, la prochaine émission, c'est sur Equinox Télévision. Au revoir.